Le chapitre 1127 commence par montrer plusieurs membres de l'équipage des pirates du chapeau de paille ainsi que des géants, visiblement confus et paniqués. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, le navire Thousand Sunny et une partie de l'équipage ont mystérieusement disparu. Les géants, avec les autres membres de l'équipage, se lancent donc dans une recherche active. Robin utilise son pouvoir du Hana-Hana no Mi pour créer des ailes composées de nombreuses mains sur son dos, lui permettant ainsi de voler et d'observer la situation depuis les airs, augmentant son champ de vision pour la recherche. Pendant ce temps, Jinbei plonge dans la mer, bien qu'elle soit remplie de nombreux poissons géants. Cela ne l'effraie pas et il continue de plonger à la recherche de ses amis disparus. Même lorsque quelques monstres marins tentent de l'attaquer, Jinbei les repousse avec détermination, manifestant son inquiétude pour Luffy et les autres. Brook utilise ses capacités spirituelles pour scruter les environs, tandis que Franky exploite sa technologie de détection pour aider dans les recherches. Malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent toujours pas à trouver de traces de Luffy et des autres. L'un des géants, Dory, ainsi que Brogy, raconte une rumeur qu'ils ont entendue. Apparemment, de nombreux navires humains ont soudainement disparu autour de la région de Warland ou à proximité d'Elbaf. Les causes sont encore sujettes à diverses spéculations, mais la vérité demeure inconnue. En entendant cette histoire, tout le monde devient encore plus inquiet pour leurs compagnons. L'intrigue se déplace ensuite vers l'île de Hachinosu, où Karibo révèle à Barbe Noire qu'il connaît l'emplacement des armes antiques Pluton et Poséidon. Karibo est très fier de donner cette information à Barbe Noire car il l'idolâtre, tout comme Bartholoméo idolâtre Luffy. Cependant, Barbe Noire ne croit pas immédiatement aux paroles de Karibo. Il consulte alors l'avis des commandants du Titan. Certains commandants doutent des informations données par Karibo, craignant qu'il ne s'agisse d'un piège tendu par l'ennemi. Cependant, d'autres pensent que ces paroles pourraient être vraies, car si Karibo mentait, sa vie serait en danger. Barbe Noire regrette alors que Lafitte soit encore en mission à l'extérieur. S'il était présent, il aurait pu utiliser son pouvoir d'hypnose pour vérifier la véracité des paroles de Karibo. Finalement, Barbe Noire contacte Lafitte, qui se trouve à bord d'un navire, et il communique via le Den Den Mushi. Il a dit que l'affaire avec Umit était terminée. Et maintenant, l'empereur des Basses-Fonds souhaite faire des affaires avec Barbe Noire. Cependant, il n'est pas encore clair quels sont les véritables objectifs des pirates de Barbe Noire, bien que cela soit sûrement important. Barbe Noire ordonne ensuite à Lafitte de revenir immédiatement car une urgence doit être traitée. Cette urgence consiste à vérifier si Caribou ment ou non, car dans cette situation, Barbe Noire ne peut pas agir imprudemment. L'histoire se déplace ensuite vers l'île de Karaibari, le quartier général de la Cross Guild. La base Crocodile parle à travers un Den Den Mushi avec Drag Peklo. À titre d'information, Drag Peklo est également l'un des empereurs des Basses-Fonds, tout comme Umit, mais ils s'opèrent dans des domaines différents. Les empereurs des Bas-Fonds ne sont pas de grands combattants, mais ils ont une grande influence et des compétences exceptionnelles dans leurs domaines respectifs. Par exemple, Morgantz, l'un des empereurs des Basses-Fonds, bien qu'il ne soit pas un combattant, possède des informations cruciales, et les nouvelles qu'il divulgue peuvent avoir un impact majeur sur le monde. Ainsi, il n'est pas surprenant que même les équipages des Yonko cherchent à faire des affaires avec ces empereurs des Basses-Fonds. Après avoir parlé à Peklo via le Den Den Mushi, Crocodile s'assoit avec Mihawk et révèle qu'il a terminé de contacter les autres parties nécessaires. Il est révélé que Crocodile n'a pas seulement contacté Peklo, mais qu'il avait déjà communiqué avec d'autres figures importantes de divers milieux. Ainsi, ce n'est pas seulement les pirates de Barbe Noire qui se préparent, mais la Cross Guild est également en pleine préparation. Crocodile est un planificateur très méticuleux, ce qui garantit que les préparatifs de la Cross Guild sont extraordinaires. Après avoir discuté de ces préparatifs, Crocodile et Mihawk parlent du conflit entre les pirates du Rouge Shanks et les pirates de Luffy au chapeau de paille. La nouvelle de la destruction du Bartholoméo Club, la deuxième division de la grande flotte des pirates au chapeau de paille, s'est largement répandue. Le public sait déjà que les pirates du Roux ont détruit leur navire, et le sort de Bartholoméo reste inconnu. Peu de temps après la diffusion de cette nouvelle, Cavendish et Hideo, en tant que capitaine de division de la grande flotte des pirates au chapeau de paille, ont pris des mesures en attaquant plusieurs pirates sous la bannière des pirates du Roux. Cavendish et Hideo ont facilement vaincu ces pirates car beaucoup des alliés de Shanks sont faibles et cherchent simplement à se protéger sous la grande renommée de Shanks. Shanks a décidé de les accepter par pitié pour ces personnes. Cependant, les subordonnés de la grande flotte des pirates du chapeau de paille n'étaient pas au courant des liens étroits entre Luffy et Shanks. En conséquence, ils ont imprudemment attaqué les subordonnés de Shanks en représailles à la défaite de Bartholoméo. Buggy pense que les Yonko ont commencé à s'affronter, ce qui signifie que la Cross Guild doit rester sur ses gardes. Crocodile souligne que le conflit entre Shanks et Luffy est encore mineur car les membres principaux des deux équipages ne se sont pas encore affrontés. Mihawk, de son côté, s'interroge car il sait que Shanks entretient de bonnes relations avec Luffy. Il suppose donc que ce conflit a lieu sans que Luffy n'en soit conscient.
Sur l'île de Hachinosu, Kurohige et ses commandants discutent du conflit entre les pirates du Roux et les pirates du Chapeau de Paille. Isis Burgess trouve cela amusant et pense que c'est une bonne chose, car si les deux groupes de Yonkos se battent, les pirates de Kurohige en profiteront. Pendant ce temps, au quartier général de la marine, les marines débattent également de ces nouvelles. Ils savent que la marine portera une grande attention si des Yonkos s'affrontent. Bien que les pirates du Chapeau de Paille aient un grand potentiel, les pirates du Roux sont bien plus expérimentés. Ils évoquent aussi la puissance des membres principaux de l'équipage de Shanks, tous extrêmement forts, en particulier Ben Beckman, Lucky Roux et Yasopp. Ces trois membres les plus puissants de l'équipage de Shanks possèdent tous des compétences uniques avec des armes à feu. Ben Beckman excelle en force en plus d'être un excellent tireur. Il est aussi doué pour le combat au corps à corps, car son fusil peut être utilisé comme une arme de frappe. Il maîtrise même les techniques du Rokushiki, que détient le gouvernement mondial. De son côté, Lucky Roux est supérieur en vitesse. Bien qu'il ait une carrure imposante, il est capable de tirer très rapidement et de se déplacer avec agilité. Enfin, Yasopp est réputé pour sa précision et sa puissance de tir. En tant que tireur d'élite des pirates du Roux, ses tirs sont non seulement précis mais causent également des dommages considérables. Cela cesse vu leur skill a détruit le navire de Bartolomeo d'un seul coup. Ces trois personnages sont de grandes figures des océans, ce qui fait d'eux une menace sérieuse pour quiconque entre en conflit avec les pirates du Roux. Ensuite, on voit la situation actuelle de Nami et de ses compagnons. Comme montré dans le chapitre précédent, Nami se trouve dans une mystérieuse pièce qui semble faite de jouets en Lego. Après s'être réveillée, Nami se lève immédiatement et commence à faire le tour de la pièce, confuse quant à l'endroit où elle se trouve. Nami jette ensuite un coup d'œil par l'une des fenêtres et aperçoit une pièce plus grande. À l'intérieur de cette grande salle, il y a plusieurs bâtiments ressemblant à des châteaux similaires à l'endroit où elle se trouve. Peu de temps après, deux géants entrent dans cette pièce. Il est révélé qu'ils sont des géants maléfiques qui transforment les humains en jouets. Châteaux présents là-bas sont faits de Lego et les humains capturés sont enfermés dans ces jouets en Lego. On voit aussi où se trouve Luffy. L'un des géants jette un coup d'œil au château où se trouve Luffy, mais sans s'en rendre compte, Luffy est déjà réveillé. Sans perdre de temps, Luffy saute et utilise Gear 3 pour frapper ce géant. Son coup de poing, renforcé par le haki, met immédiatement le géant à terre. Après avoir entendu le tumulte, un autre géant entre dans la pièce. Ce géant dégage une aura différente, ce qui indique qu'il est un combattant redoutable. Ce géant est le prince Loki, l'un des candidats au trône du royaume d'Elbaf dans la génération à venir. Il est également révélé qu'il a déjà été rejeté par Lola, et qu'il est maintenant amoureux de Nami. Ayant été rejeté auparavant, il insiste cette fois pour épouser Nami et lui offrir des trésors si elle accepte. En tant que prince riche, Loki propose de nombreux trésors, dont un fruit du démon encore inconnu, mais supposé être un fruit rare et considéré comme un trésor du royaume d'Elbaf. Voilà quelques éléments intéressants du chapitre 1127. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires.